aider. Prima, tu veux dire quelque chose? Oh, bonjour, je m'appelle Prima. Je vous souhaite la bienvenue dans les locaux du Cercle des dirigeants d'entreprise. Seconde édition 2019 des Jeudis des Formidables. L'occasion m'est encore donnée de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Les filles formidables accueillent aujourd'hui Aïla Delarive, qui nous proposera en fin de séance une conférence sur « Restons libres grâce et face aux nouvelles technologies ». Avant cela, Ilyria présentera une touche de culture. Enosa, une dose d'économie. Avant que Raphaël nous parle d'histoire. Nous espérons que vous passerez un excellent moment en notre compagnie. Les filles, c'est à vous. Moi, j'ai toujours la partie bien sérieuse. C'est très intéressant. Alors, suite un petit peu à ces débats internationaux sur le référendum, l'initiative, ça vous parle peut-être un peu, on s'est dit qu'il était bon de se remémorer en Suisse comment ça fonctionne. Et la dernière fois, je vous ai présenté ou représenté ce qu'était l'initiative, comment ça fonctionnait chez nous en Suisse. Et donc bien sûr, la deuxième manière d'exprimer son droit à parler en Suisse est le référendum populaire. Au niveau de l'historique, est-ce que vous pouvez imaginer ce que veut dire ce chiffre? 167 000. C'est nombre de signatures, Non, c'était demandé. Non, c'est le référendum depuis le début. Ouais, c'est un peu dur. Alors je vais vous le dire. En fait, sur la première fois qu'on a imaginé le référendum, en juin 1802, on a posé la question, mais à l'époque, on a dit que les abstentions allaient compter comme positives. Alors, en réalité, si vous voyez le chiffre, ça a passé par 70 000 oui, plus 167 000 abstentions et 92 000 non. Donc c'est intéressant. Donc les abstentions avaient leur voix jusqu'à la réforme en 1848 de cette première constitution fédérale, avec une constitution révisée en 1874. Juste à vous souvenir bien, l'initiative est le droit que chaque Suisse a de soumettre une idée à la population. Le référendum, lui, par contre, est porté au niveau fédéral, cantonal, communal, sur un même principe. On va simplement parler du fédéral aujourd'hui. C'est vraiment l'expression de la démocratie directe des Suisses, c'est-à-dire que lorsqu'un parlement cantonal, communal ou fédéral a pris une décision, il y a dès lors deux possibilités d'entériner la décision du Parlement. Je parle devant Monsieur le Président Luc Bartassat, si tu as des choses à ajouter, bien sûr, dis-les. Alors, il peut être facultatif, ça veut dire le Parlement a travaillé sur un sujet et il a décidé que n'importe quel citoyen, mais il vaut mieux être constitué dès lors en comité ou en association, a le droit de dire « ben je ne suis pas d'accord ». Il peut être obligatoire lorsque par contre on modifie la Constitution. De nouveau, toujours au niveau communal, cantonal ou fédéral. Par exemple, prochainement à Genève, on vote par référendum sur la loi sur la laïcité. Ça change la Constitution, les Genevois doivent se prononcer, c'est tout prochainement. Alors, si vous êtes suisse, vous pouvez lancer un référendum, vous suivez bien les débats qui se passent dans les différents organes concernés, vous n'êtes pas d'accord, vous lancez un référendum, dès que c'est publié sur la feuille d'avis, vous pouvez commencer une récolte de signatures. Vous avez 100 jours au niveau fédéral pour récolter 50 000 signatures. Juste un mot là-dessus, à l'époque, c'était quand même fait pour éviter les débordements. Aujourd'hui, malheureusement, souvent le référendum est utilisé
au niveau politique pour bloquer le camp adverse. Ça, c'est devenu un petit peu moins sympa, même si l'état d'esprit quand même, disons, très raisonnable du Suisse persiste. Dieu merci. Voilà, après tout ça est très cadré, vous avez tout ce qu'il faut sur Internet, vous suivez simplement ce qu'il y a à faire et puis vous y allez. Dans les référendums obligatoires, je vous parlais sur la laïcité, hein, en fait vous allez dire oui, je suis d'accord avec le Parlement, c'est pour ça des fois on dit non, il faut voter oui ou non. Donc dans le référendum obligatoire, vous votez oui à la décision du Parlement, ou non si vous n'êtes pas d'accord. Il y en a eu 240, ont été acceptés 174. Donc on est plutôt enclin à soutenir souvent les politiques en place. Facultatif, c'est on n'est pas d'accord. Vous savez, une fois on a dû voter, par exemple au niveau fédéral, sur un gros achat d'avions pour les militaires qui coûtaient très très cher. Il y a eu référendum et par exemple le peuple a dit non, c'est trop cher, faites autre chose avec ces sous-là. On a le droit de le faire et en Suisse on ne s'en prive pas. Alors si ça vous amuse, si vous avez des insomnies, hein, je vous propose d'aller sur le site fédéral, vous avez toutes les demandes de référendum qui ont abouti, celles qui n'ont pas abouti. Vous verrez, il y a des choses assez sympas. Le peuple suisse est souverain. C'est celui qui a le dernier mot. C'est dit, c'est redit. Mais dans cette politique suisse, en fait, c'est pas parce que l'exécutif ou les parlements discutent, proposent et que le peuple n'est pas d'accord ou ne le suit pas qu'ils doivent tous démissionner. Non, simplement par ces deux mesures qui sont l'initiative et le référendum, on les envoie à leur copie. Donc c'est un système qui est voilà, assez enviable, paraît-il, ailleurs. C'était pour vous redonner le sourire grâce au Conseil fédéral pour l'année 2019, toujours cette photo qui a été très controversée parce qu'elle a été décidée par Uli Maurer et elle a été réalisée par les apprentis du Palais fédéral. Je n'ai pas rêvé meilleur scénario catastrophe pour vous parler aujourd'hui de ce choix qu'on a. Est-ce que c'est ce monde dans lequel on souhaite vivre, évoluer dans 30 ans, ou souhaitons-nous rester libres face à la technologie et grâce à la technologie? Alors comme j'en fais toujours un peu à ma tête, j'ai un peu modifié le titre, Elsa, et aujourd'hui il est question de parler d'intelligence et de confronter cette notion à celle de la conscience. La conscience est-elle le stade évolué de l'intelligence? Et c'est probablement sous cet angle-là qu'il y a lieu de se poser la question de l'évolution technologique. Alors, je vais vous lire quelques lignes. Envisagez maintenant le nombre de ces faits, radicalement nouveaux, impossibles à prévoir, qui en moins d'un siècle et demi sont venus surprendre les esprits. Depuis le courant électrique jusqu'aux rayons X et aux diverses radiations qui se découvrent depuis Curie. Ajoutez-y la quantité des applications, depuis le télégraphe jusqu'à la télévision, et vous couvrerez par la réflexion de cette nouveauté toute vierge offerte en si peu de temps au monde humain et dont l'accroissement semble sans limite, quel effort d'adaptation s'impose à une race si longtemps enfermée dans la contemplation et l'utilisation des mêmes phénomènes immédiatement observables depuis l'origine. Qui a écrit ça et quand? Quelqu'un a une idée? Est-ce que ça vous dit quelque chose? S'il parle de télévision, c'est en 1950. Alors, c'est en 1935. Et c'est télévision Paul Valéry qui écrit, qui donne un discours sur le bilan de l'intelligence en 1935. Et en fait, moi, ce qui m'a frappé en lisant ce discours, le bilan de l'intelligence, c'est de dire, mais dans le fond, il y a un peu moins de 100 ans, on se posait exactement les mêmes questions, et on était face à cet état d'anxiété en se disant, mais dans quel monde allons-nous évoluer dans les 20-30 ans à venir?
Et si je vous pose aujourd'hui la question, en disant, êtes-vous confiant face à l'évolution en cours, ou plutôt êtes-vous inquiet? Qui est confiant? Donc une minorité, voilà, et qui est plutôt inquiet? Donc une grande majorité. Et je pense qu'effectivement, lorsque l'on ne sait pas où l'on va, il y a ce phénomène d'anxiété parce qu'on sort de notre zone de confort. Et donc pour moi, la technologie n'est pas une fatalité. Ce n'est pas un phénomène qui s'auto-développe et qui décide tout d'un coup, du jour au lendemain, de nous asservir et auquel on ne peut plus faire face. C'est le fait de l'être humain. Et donc, moi, je suis bien évidemment pour que l'on garde notre liberté face à cette évolution. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'elle est, si je vais vous parler d'un certain nombre, sans rentrer dans les détails, d'évolutions en cours qui nous laissent finalement confiants par rapport à ce monde meilleur qui nous attend. Et avant de parler de l'avenir, j'aimerais vous parler aussi du passé. Et si on regarde dans le fond l'évolution depuis de ces 20, 30, 40, 50 dernières années, on voit aujourd'hui que le niveau d'extrême pauvreté a diminué et va toujours diminuer avec un objectif en 2030 qui est d'éradiquer la pauvreté. Aujourd'hui, on dit qu'on ne va pas pouvoir éradiquer complètement la pauvreté parce que toutes les régions subsahariennes ne suivent pas l'évolution qui était prévue, mais toujours est-il qu'on a quand même des éléments technologiques qui vont permettre d'aller vers une accélération de l'éradication de la pauvreté. Il y a le crowdfunding qui est un très grand, et là je vous parle des pays en voie de développement, où déjà les financements, les crédits peuvent être obtenus par le biais de ce crowdfunding. Donc ce sont des plateformes digitales qui permettent d'obtenir moins de 10 000 francs jusqu'à 250 000, voire plus d'argent, grâce au soutien, grâce aux dons ou aux prêts des individus à leur pairs. L'autre élément, c'est aussi tout ce qui est paiement mobile. On sait que dans les pays en voie de développement, dans les pays pauvres, ou même ici, on parle pas très loin de chez nous, en France, lorsqu'on est débancarisé, lorsqu'on n'a plus accès au système bancaire, eh bien, on est coupé dans le fond du monde. Et le paiement par le mobile est une technologie qui va justement permettre de pouvoir lutter contre cet état de pauvreté au niveau mondial. Ensuite, il y a la blockchain. Alors, je sais que c'est le grand mot à la mode. Il y a une conférence à Genève autour de la blockchain. On veut faire de Genève le lieu de référence en Suisse par rapport à cette technologie. Alors, moi, je vous ai mis un peu une image qui, pour moi, représente bien ce que c'est cette technologie. Et son seul avantage à ce stade, parce qu'on est encore un peu trop en avance pour pouvoir dire si ça va complètement décentraliser nos systèmes de paiement et autres, c'est dans le fond, vous voyez ce réseau, une fois qu'on inscrit une information via la blockchain dans le réseau, cette information est automatiquement, simultanément distribuée à travers tous les autres éléments, tous les autres utilisateurs, ordinateurs du réseau. Donc c'est-à-dire que lorsqu'on veut venir modifier une inscription dans la blockchain, tout le monde est immédiatement alerté. Et donc, là où moi je vois un grand avantage dans la blockchain dans les années à venir, c'est dans la lutte anticorruption. Parce qu'une fois que l'on passe par la blockchain, il est très difficile de pouvoir commencer à manipuler les cours ou les inscriptions qui ont été faites. Alors, bien évidemment, je ne vais pas rentrer dans l'angélisme, on a la question environnementale qui nous préoccupe tous. Là, c'est l'indice de performance climatique, où l'on voit que dans le fond, avec un certain nombre de critères cumulés, eh bien évidemment, les États-Unis, l'Amérique du Nord, les pays en Asie, l'Inde, etc., sont dans le rouge. Mais là encore, je crois que la question est bien évidemment controversée, et moi je n'ai pas forcément d'avis. Je dis que cette question mérite d'être investiguée plus avant. Comment la technologie va nous permettre de remédier à cette question du changement climatique. Alors, il y a par exemple des inventions qui sont formidables, ce sont les drones qui permettent de planter en quelques minutes des milliers d'arbres, par exemple en Amazonie. Parce qu'on sait qu'il y a des tribus amazoniennes qui vraiment aujourd'hui font l'effort d'essayer de replanter, lutter contre la déforestation, et ça met des mois, et avec un drone planteur d'arbres, aujourd'hui on peut venir planter des milliers d'arbres en peu de temps.
Ensuite, il y a la question, alors je sais que c'est controversé, je ne sais pas qui est William, parce qu'on n'a pas eu le temps, voilà, William, on n'a pas eu le temps d'échanger, mais on pourra échanger après. Aujourd'hui, il y a un fait évident, un constat, c'est que le prix des énergies non fossiles diminue. Donc, des énergies renouvelables, donc l'énergie solaire, on a beaucoup d'espoir par rapport au développement des énergies solaires, mais aussi, William m'écrivait un mail en disant on peut aussi rendre les énergies fossiles moins nuisibles grâce à des procédés technologiques en cours. Peut-être que vous pourrez après en dire quelques mots aux autres, mais voilà, aujourd'hui c'est une évidence, c'est que le prix de l'énergie renouvelable est extrêmement bas. Donc on favorise les investissements dans ce genre de technologie. Ensuite, bien évidemment, on parle de technologie et il y a un point que je voulais vous montrer, c'est 6% en fait de l'énergie globale aujourd'hui est utilisée par tout ce qui est digital, donc Internet et tout ce qui est ordinateur quantique, en fait, qui mange énormément d'énergie. Donc on parle de blockchain, ça mange énormément d'énergie. Mais là encore, il y a une possibilité de travailler en circuit où on va à nouveau, l'énergie qui est créée par exemple les data centers, peut être redistribuée pour réchauffer dans les environnements, etc. Tout cela est en cours. Donc il y a quand même de quoi avoir un peu d'espoir par rapport au monde à venir. Maintenant, venons-en à cette question de l'exponentialité. C'est une question qui est controversée. Et je vais vous expliquer pourquoi. On est en pleine révolution industrielle et il y a une loi qui est extrêmement importante et qui est en train de façonner vraiment le monde dans lequel on vit, c'est cette fameuse loi de Moore. Et cette fameuse loi de Moore, c'est que depuis 1971, la vitesse des processeurs que l'on a dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, etc., double. Et en fait, elle, couplée avec l'intelligence artificielle, dont vous avez déjà entendu parler, mais enfin, je ne sais pas si vous voulez que je vous redise ce que c'est l'intelligence artificielle en 2 mots, 2 secondes. Couplé avec l'intelligence artificielle, fait qu'on arrive vers cette exponentialité. Nous avons été habitués à réfléchir de manière linéaire, avec une évolution linéaire, avec, face à l'exponentialité, c'est-à-dire cette évolution de la loi de Moore, des processeurs qui évoluent hyper rapidement avec l'intelligence artificielle, on va atteindre ce point qu'on appelle le point de la singularité. Et j'ai un petit film, et après je vous explique ce que c'est le point de la singularité qui va vous... Non? J'ai essayé, mais ça marche passe pas. Mince alors, bon, j'ai un film, en fait je vous explique, il y a 2 courants qui s'opposent aujourd'hui. La singularité, c'est ce point sur la courbe à partir duquel la machine deviendra autonome et n'aura plus besoin de l'être humain pour pouvoir interagir et puis s'exécuter. Et donc, lorsque l'on parle avec des scientifiques, cette question est controversée. Il y a les tenants de la singularité qui disent qu'avant 2030, on va atteindre ce point en raison du fait de l'exponentialité de cette loi qui fait que les machines évoluent beaucoup plus vite que ce que l'on pense. Donc à partir de 2030, à ce moment-là, on a des machines qui n'auront plus besoin de nous. Donc est-ce qu'on va tomber dans le scénario catastrophe dont on parlait tout à l'heure? Et puis lorsque l'on parle avec d'autres scientifiques, eh bien ces scientifiques disent non, c'est impossible, parce qu'on ne connaît même pas 20% du fonctionnement du cerveau aujourd'hui. Comment voulez-vous que la machine puisse être aussi intelligente et douée qu'un être humain? Aujourd'hui, une machine sait mieux faire une tâche qu'on lui a donnée, parce qu'on lui a donné des millions et des millions et des millions de données, donc elle saura mieux jouer au Go, ce fameux jeu de Go, aux échecs, ou bien aujourd'hui dans le domaine médical, la machine arrive à des diagnostics plus sûrs que ce que l'être humain peut aujourd'hui diagnostiquer. Donc en fait, c'est ce point qui est contesté. Et moi, ce que je dis, c'est que très bien, il y a un conflit de doctrine entre scientifiques, ceux qui disent 2030, ceux qui disent pas avant 2120. Eh bien, c'est pas une raison de devoir attendre la singularité avant d'agir. Et c'est là où la notion de liberté prend tout son sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous savons que nous sommes face à des changements majeurs à venir. On ne peut pas nier que l'intelligence artificielle va complètement, et déjà dans nos vies, elle va complètement façonner le monde d'ici 10 ans. On parle d'automatisation, etc. Donc il est temps d'agir tant qu'on peut
pour mettre un certain nombre de garde-fous avant d'arriver vers des scénarios qui nous échapperaient complètement. Et donc, moi je suis avocate et très sensible à cause des droits de l'homme. Et je vous propose, dans le fond, de regarder aujourd'hui, sous le prisme des droits de l'homme, comment nous pouvons rester libres. Et dans le fond, nous avons tous les outils aujourd'hui pour pouvoir anticiper et prévenir des changements qui seraient préjudiciables à l'être humain. Ainsi, je vous donne quelques exemples. Ah oui, c'est sur l'ordi. Ouais, c'est bon. Sur l'ordi. Sur l'ordi. Non, c'est bon, vous voulez faire quoi? Non, je vais passer. Voilà, non, je veux juste passer. Donc cette fameuse question de la perte d'emploi, là encore, on a annoncé que d'ici 2030, 70% des emplois allaient être remplacés par des robots, 60% des professions, au moins 30 à 50% de tâches qui peuvent être automatisées. Et combien d'emplois seront perdus? Il y a une étude de McKinsey qui est sortie en 2017 qui parlait de 800 millions d'emplois d'ici 2030. Mais aussi combien de nouveaux emplois vont être créés? Parce que là, on ne sait pas. Hein, il y a des emplois qui sont apparus ces 10 dernières années et qui vont peut-être disparaître et d'autres qui vont émerger dans les années à venir. Maintenant, toujours encore une fois, là je pense qu'on est vraiment un petit peu dans les prévisions futuristes dont on ne sait pas, on n'a pas suffisamment d'éléments tangibles. En revanche, ce qui est tangible, oui, donc ça c'était un peu un effet d'animation. Ce qui est tangible, voilà, c'est la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme qui existe depuis bientôt un siècle, qui a été adoptée après la Première Guerre mondiale, et qui rappelle ces droits fondamentaux. Tout être humain, toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, et à des conditions équitables et satisfaisantes. Et cet article 23 de la Déclaration des droits de l'homme est retranscrit dans nos ordres juridiques nationaux, dans la Constitution fédérale, dans la Constitution française. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas juste dire oui, on va automatiser comme ça, les sociétés vont pouvoir faire des économies, il faut quand même se rappeler quel est le but, qu'est-ce qui va rendre heureux l'être humain dans tout ça. Et c'est un droit fondamental, le droit à être heureux, le droit à avoir un emploi. Ce que les Américains appellent le purpose, c'est vraiment sur cette question-là que l'on doit se demander, est-ce qu'on va juste éradiquer les emplois ou est-ce que nous, employés, êtres humains, on a le droit de revendiquer notre droit à être occupé. Et donc aujourd'hui, on a déjà les outils qui nous permettraient d'intervenir pour défendre nos droits et rester libres face à l'évolution technologique. Ensuite, il y a quelque chose de très intéressant, c'est l'analyse prédictive. Donc en fait, notamment aux États-Unis, on commence à utiliser l'analyse prédictive pour juger sur des actes qui sont commis, des actes par des criminels. Et donc on a recoupé des données, des millions de données, pour dire, voilà, telle personne est une femme, telle conductrice est une femme, donc elle a commis un excès de vitesse, et compte tenu de toutes les données disponibles, elle est plus susceptible de commettre à nouveau une infraction, donc on va lui mettre telle ou telle peine. Donc la machine agit de manière totalement statistique. Et le problème, c'est qu'il y a un biais humain très fort, c'est que notamment on sait aux États-Unis que les personnes d'origine ethnique différentes, qui sont de couleur, sont souvent plus sévèrement condamnées. Il y a vraiment un biais à ce niveau-là au niveau des condamnations. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce qu'on appelle ce fameux biais algorithmique, c'est-à-dire que la machine, on lui donne un certain nombre de données, mais ces données dont on nourrit la machine sont celles que l'humain décide de mettre. Et c'est pour ça que pour avoir une intelligence artificielle de qualité, il faut avoir de la bonne donnée. Donc c'est le gros mot à la mode, pas gros mot, le grand mot à la mode, intelligence artificielle, mais derrière tout ça, pour qu'une intelligence artificielle soit efficace et qu'on évite les scénarios catastrophes, il faut l'entraîner de manière la plus saine possible. Et donc, cette question d'analyse prédictive, là encore, on a les moyens d'intervenir parce que... C'est quoi les 75%? Alors, il y a peut-être, on prend, alors ça c'est un exemple fictif en disant, voilà, on regarde tous ces intérêts, centres politiques, croyances, etc., puis il y a 75% qui récidivent.
tac, 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 on fait le profil, il est d'origine ethnique minoritaire, pas fait d'études, d'obédience, blablabla, blablabla, paf, 75%. Et c'est ça l'analyse prédictive. C'est d'agir de manière complètement schématique au détriment, en fait, de l'intérêt privé, qui est en fait, la sanction, lorsqu'elle doit être adaptée à un détenu ou à un condamné, elle doit tenir compte de son passé, du côté subjectif, de la situation personnelle. Et donc, à mon sens, cette analyse prédictive, le fait de la justice prédictive, va à l'encontre d'un droit fondamental qui est celui d'être traité et égal en droit dans une situation identique. Donc, est-ce que socialement, ça ne pourrait pas être un appui pour aider cette personne si statistiquement elle est casée, entre guillemets, dans le risque, est-ce que socialement on peut peut-être agir pour éviter les débordements? Donc, à titre préventif. Par exemple. Oui, mais tant qu'elle a, on ne sait pas, parce que tant qu'elle ne sait pas, tant qu'elle n'aura pas fait, on va dire, ah, attention, c'est la même chose que l'histoire des terroristes quand on va aux États-Unis. Moi, je suis d'origine iranienne, et ben, j'ai de loin pas un profil de terroriste. Et quand je suis allée plusieurs fois aux États-Unis, j'ai été mesurer mes oreilles, mon nez, mes dents, pour être sûre que c'était bien moi qui revenais et repartais. Et j'étais arbitrairement considérée comme un risque parce que, quelque part, très lointainement, j'ai un passeport iranien que je n'ai jamais utilisé pratiquement de ma vie. Donc tu vois, c'est très compliqué en fait. Mais parce que c'est l'homme qui a décidé que les trucs de population à risque aussi. Voilà. Je disais, donc si en fait la partie population à risque, avant que l'intelligence artificielle décide qui est population à risque ou qui n'est pas, il y a l'homme derrière qui dit, cette population-là, on va la mettre dans population à risque. Mais par contre, ce qu'on peut décider, c'est de dire, la machine peut nous donner une indication, elle peut nous retracer l'historique, faire les statistiques par rapport à telle ou telle situation donnée et aider l'être humain à prendre la décision. Et vraisemblablement, c'est ce qui se profile, c'est-à-dire que la machine ne va pas se substituer à l'être humain, mais ce sera un outil qui va nous permettre d'être plus précis dans les décisions que nous aurons à prendre. Vous n'avez pas l'air d'accord. Quand on voit ce que font les banques, par exemple en ce moment, qui appliquent justement le profilage pour déterminer l'éligibilité d'un client à un prêt ou je ne sais quoi, l'humain disparaît. Mais les assurances, c'est pire. Ou les assurances, ils vont dire, ils vont garder profil à risque, blablabla, on vous profile, on vous traque, et puis on décide de vous exclure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avant de laisser ces phénomènes prendre le dessus, je pense qu'il est important que chaque individu réalise qu'en fait nous sommes le pilier central et non pas la machine qui doit décider. Et c'est pour ça qu'il faut diffuser cette connaissance vers le plus grand nombre. C'est pour ça que j'ai un doute. Quand je vois par exemple la nouvelle législation européenne, le règlement sur la protection des données, qui dit justement sur le profilage et cette utilisation un peu abusive de l'intelligence artificielle, qui dit que toute personne concernée a le droit de demander l'intervention d'un humain dans la gestion de son dossier plutôt que ça soit fait uniquement par automatisme. C'est très bien, mais c'est complètement vide. Parce que quel humain va se donner le pouvoir de corriger ce que la machine a fait alors que la machine a été mise en place par son entreprise? Bon, moi je n'ai pas mis la main. Moi j'ai un certain nombre de propositions que je n'ai pas mis là, mais je peux vous dire un peu mon point de vue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est absolument essentiel, et c'est ce que vous dites, quel humain va se permettre de venir contrer une machine alors qu'on va se dire « Ah mais en fait elle est plus intelligente que moi ». Ce qui est absolument essentiel... Ou simplement que mon chef a dit que c'était la machine qui imprimait. Oui, mais par contre ce qui est absolument essentiel, c'est de pouvoir comprendre le processus, le cheminement entre le moment où on introduit la donnée, et c'est pour ça que je dis que la question centrale, à mon sens, c'est quelles données est-ce qu'on donne à la machine aujourd'hui. Et on doit imposer une transparence par rapport à la donnée. Parce que ce qui est inquiétant, c'est que les scientifiques disent oui, mais le machine learning, on ne sait pas, la machine, il y a une sorte de boîte noire, et puis elle apprend, puis il en sort quelque chose. Et on n'arrive pas à savoir ce qui se passe dans cette boîte noire de l'apprentissage de la machine. Et moi, à mon sens, avant même que la machine apprenne, c'est quand même un certain nombre de données qu'on va introduire. Et c'est là où il faut essayer d'être le plus objectif
par rapport à la donnée et à intervenir en amont. Il y a un très bon exemple, c'est AlphaGo. Ils ont proposé, c'est une intelligence artificielle sans doute la plus élevée aujourd'hui, ils ont proposé juste la règle du jeu d'échecs. Il a appris en 8 heures, et en 8 heures, il a battu toute personne et tout ordinateur au monde. Et AlphaGo, en fait, ce qui est intéressant... Il a fait contre lui-même, en 8 heures, il a fait 8 millions de parties contre lui-même. Ouais. Et justement, c'est comme ça qu'il a réussi à battre l'humain, parce qu'il a joué machine contre machine. Et donc, lorsque l'humain a été confronté à cette manière de jouer, c'est mais je ne connais pas ces règles, en fait. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a urgence, et moi, c'est ça qui m'inquiète. Parce qu'il y a urgence à intervenir, même au niveau légal. Alors, si on parle du législateur, ça va mettre 150 ans pour que ça arrive. Par contre, c'est là où les dirigeants d'entreprise, où le tissu économique a un rôle à jouer. Et moi, je pense, je veux soutenir le fait que la soft law, c'est-à-dire tout cet arsenal qui a les effets d'une loi sans être une loi, doivent être mis en place aujourd'hui pour que l'on puisse s'appuyer. Et du reste, récemment, Marc en a parlé, Microsoft dit, moi, je ne sais plus ce que je dois faire. Hands off, aidez-moi, mettez-moi les limites parce que moi, je peux aller très loin. En fait. Et Google dit la même chose, les employés de Google se sont rebellés contre le fait que Google voulait donner à l'armée américaine la technologie pour qu'elle soit utilisée à des fins militaires. Et aujourd'hui, on ne peut pas juste se dire, bon, on attend, on verra bien. Moi, j'en appelle à la responsabilité sociale. Alors peut-être que je suis idéaliste, mais non, je pense qu'on va vers un monde où les chefs d'entreprise doivent prendre leur Alors, je vous parle vite de mes projets, parce que moi, je ne suis pas qu'idéaliste, j'entreprends aussi. Et l'un des projets, c'est cette fondation, Empowerment Foundation, dont le but est justement, comme aujourd'hui, de remettre l'humain au centre des développements technologiques. Et donc, on entreprend un certain nombre d'actions. D'abord, on va rechercher, trier l'intelligence collective sur des thématiques technologiques qu'on a fait avec l'intelligence artificielle. On va faire sur tout ce qui est food tech. On va organiser le dîner du futur, comme on va manger en 2030, c'est 30 ans. Et puis, on a fait une pièce de théâtre sur l'intelligence artificielle. Et l'idée, c'est aussi d'aller dans les écoles et d'introduire auprès des étudiants l'éloquence sur ces questions technologiques. Donc ça, c'est la fondation. Et puis l'autre chose, c'est ce projet Amplify, et c'est là où je vous dis pourquoi l'être humain reste libre grâce à la technologie. C'est une plateforme de financement participatif qui nous permet, grâce au soutien financier de ses amis, de sa famille, de ses proches, de sa communauté, d'acheter des espaces publicitaires. Et pourquoi ? Parce que grâce au soutien financier et grâce au fait qu'on achète des espaces publicitaires, on donne la voix à celles et ceux qu'on n'entend pas. Donc lorsqu'on n'est pas un média, lorsqu'on n'est pas un influenceur, comme on fait, eh bien il faut payer Facebook, Google, la SGA ou je ne sais qui, pour pouvoir avoir de la visibilité, être diffusé partout dans les réseaux. Et donc ça, c'est un phénomène par du crowdfunding, parce qu'on croit très fort dans le pouvoir de cofinancement, et on croit très fort dans le pouvoir de la distribution, parce qu'un message sans distribution n'est rien, est lettre morte. Et donc nous voulons démocratiser la distribution pour que lorsqu'on a un message engagé, eh bien, de pouvoir avoir son effet, son advocacy, comme on dit, partout dans le monde. Et voilà ce que moi j'entreprends pour redonner la liberté aux individus. Bravo. Quelques questions, on a 3-4 minutes pour des questions rapides, pour des réponses rapides. Luc ? La question que je me pose, c'est qui va être assez bien intentionné pour pouvoir donner les bonnes données à la bonne machine pour éviter qu'elle ne se branche pas, entre autres, aussi avec une autre machine, sans qu'on puisse contrôler tout ça. Ben, en fait, moi je vous donne un exemple de ce que nous on est en train, parce que nous on est en train de développer, c'est toute une stratégie d'intelligence artificielle avec Amplify. Donc nous on a plein de messages qui arrivent de différents messagers qui ont envie d'atteindre d'autres gens que leur communauté. Et donc on est en train d'accumuler beaucoup de données. Et bien, ces données-là, aujourd'hui, si je vois que dans tout ça, d'un coup, il y a un message de haine ou il y a un message de ceci, il faut que je le trie et que je l'enlève. Donc aujourd'hui, à mon sens, et là il faut en parler avec peut-être vraiment des experts d'intelligence artificielle, on peut déjà en permanence trier, monitorer, même par le biais de l'intelligence artificielle, les messages ou des données qui sont viciées.
Mais tant qu'on ne sait pas quel type de données, Google a des millions et des milliards, je ne sais pas combien de milliards de données, des trilliards des googlards de données, je veux dire, et pourtant on peut quand même opérer puisqu'on arrive à bloquer, à monitorer. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, par exemple, est développée pour lutter contre les deepfakes. C'est les vidéos qu'on modifie et on apprend à la machine à identifier le fait que Obama, tout d'un coup, on lui change ce qu'il dit, la manière dont il articule, pour lui faire dire quelque chose de totalement différent. Donc aujourd'hui, tout ce qui est cybersécurité, l'intelligence artificielle vient déjà IBM à développer des solutions extrêmement performantes. Par d'autres penchants qui pensent autrement et qui voient les choses autrement. De manière assez facile. Oui, mais en tout cas, moi je ne sais pas, ou alors il faut multiplier les regards. Nous, ce qu'on essaie de faire avec Amplify, c'est qu'on a multiplié en fait les regards des gens qui vont dire tel ou tel message mérite d'être. Oui, mais qui a intérêt? Les 26 personnes qui se partagent les plus grosses fortunes mondiales, les gouvernements, nous, les tendances. Il faut imposer le législateur. Il faut que vous interveniez pour que les législateurs comprennent, saisissent ces enjeux et imposent un certain nombre de... vraiment envie de comprendre. La force est dans le consommateur. Le consommateur. Et Lyria? Oui, on parlait d'inquiétude au départ, on était tous inquiets, mais les drones, par exemple, là, avec les aéroports qui se continuent, on ne sait pas qui c'est. Boston Dynamics qui fait des robots qui sont 1000 fois plus agiles que n'importe qui, donc ils vont nous tuer. Les gars qui vont tuer en Afghanistan et qui sont aux États-Unis avec leurs petites manettes qui mènent leur drone jusqu'en Afghanistan. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est de l'angélisme de se dire qu'il faut être positif ou est-ce qu'on a une chance? Parce qu'un drone, c'est quand même... Moi, la réponse est légale. Moi, je ne vois pas d'autre réponse à ça qu'un arsenal. Et c'est pour ça que vous avez dit le RGPD, ça a été quand même un petit coup de pied, bien, la fourmilière. Mais quand vous parlez... c'est un petit coup de pied extrêmement politique, ça n'a rien à voir avec une vision humaniste, etc. Ça a pris le visage d'une vision humaniste, il ne faut pas se leurrer. La raison d'être du RGPD, c'est pour embêter les GAFA. Et pour donner une chance à des entreprises européennes de percer sur le marché de la donnée. Mais cette façon, c'est peine perdue. Mais par contre, lorsque vous parlez avec les gens dans la Silicon Valley, ils disent tous « Ah, Europe c'est le watch tech dog ». En fait, c'est vraiment l'Europe qui va nous montrer la voie, mais on ne sait pas. Eux, ils disent « Non, on ne sait pas ». Bon, les Chinois, c'est encore une autre histoire. Et je pense que si l'Europe ne peut pas le faire, la Suisse, et là j'en ai parlé récemment avec le vice-président de l'innovation de l'EPFL, la Suisse a un réel rôle à jouer. Donc si on peut déjà émettre dans la soft law, je ne parle pas de loi. Prenons un exemple tout bête de la Suisse. Quand vous regardez ce que l'Europe a mis en place avec le RGPD et ce que la Suisse a sorti comme brouillon de LPD, c'est une souris par rapport à une montagne. C'est ce que je vous dis. Et je ne suis pas sûr que la montagne soit très grande. C'est ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que les gens parlaient avec des politiciens. C'est vrai qu'il y a on vit dans une sorte de monde schizophrénique. D'un côté, il y a ceux qui voient ce qui arrive, et puis il y a la lenteur administrative, etc. Et je ne pense pas que l'avenir soit forcément, encore une fois, par l'adoption de règles légales au sens strict, mais par des règles qui s'appliqueraient, dont on déciderait communément que ça devienne l'usage. Aujourd'hui, moi je trouve que lorsque Microsoft, IBM, Google et Facebook se mettent ensemble pour réglementer tout ça, ça me pose problème, parce qu'ils sont jugés partis. Donc c'est important d'avoir en fait un organe indépendant. Pourquoi pas, dans notre pays, nous sommes neutres, nous sommes indépendants, pourquoi la Suisse ne jouerait pas ce rôle? Croix-Rouge des données. Je vous propose d'aller déguster quelques insectes écrasés à côté avec un petit café, d'applaudir chaleureusement. Ah super. Je ne peux plus rentrer le ventre pendant que Bonjour Prima. Bonjour Matt, merci d'être venu. Excellente journée.